Donc, bilan sanitaire, hein, enjeu sanitaire conditionné par l'assiette. Donc, oui, l'alimentation, notre santé est très très conditionnée par l'alimentation, ça c'est pas un scoop, hein. Il y a longtemps qu'on le sait, et notamment que 80%, c'est un chiffre qui date depuis longtemps, peut-être que c'est beaucoup plus, 90%, mais disons, retenons ça, 80% des maladies, des pathologies, en médecine on appelle ça la mortalité, est liée à l'alimentation. Au sens large du terme, depuis les modes de production qui génèrent plus ou moins de facteurs de risque, pollution, meilleure qualité, on l'a vu et on le reverra. Et aussi le comportement alimentaire, on l'a déjà vu aussi, hein, les modes de cuisson, il y a des modes de cuisson qui sont agressifs, etc. On peut générer des facteurs de risque dans sa cuisine, hein, en sachant mal s'y prendre avec les corps de gras et tout et tout, on a déjà plus ou moins dit. Donc, bon an mal an, 80% des pathologies conditionnées de très près par l'alimentation. Donc, près de 40% des cancers. Donc, ces deux chiffres-là, on peut faire réfléchir et réfléchir à ce que l'on met dans son corps 3 fois par jour. Bon, il y a 6 fléaux, on pourrait parler d'autres choses, qui sont donc à retenir, parce que soit elles demeurent très prégnantes, majoritaires, avec les cancers comme facteur numéro 1 de mortalité, les maladies cardiovasculaires, très liées évidemment à l'alimentation, ça on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est su depuis très longtemps. Mais les 5 autres, surpoids, diabète, cancer, allergie, hypofertilité, c'est-à-dire atteinte portée à l'appareil urogénital et à la fertilité, ces 5 fléaux sont en constante aggravation depuis 20 à 50 ans, selon les données épidémiologiques. Ce qui signifie très clairement qu'on n'a pas une politique de prévention sanitaire digne de ce nom. Sinon, si on faisait vraiment la prévention, ça aurait dû au minimum stagner, et évidemment, on va s'attendre à ce que ça régresse au fur et à mesure des années. C'est tout le contraire. Bon. Il faut rajouter maintenant, parce que ça devient de plus en plus prégnant aussi, la progression des maladies neurodégénératives. Hein. Alors les principaux facteurs de risque qu'on va être amenés à envisager assez rapidement, vu le temps qui passe, c'est évidemment le facteur pollution, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant pour expliquer l'ampleur du phénomène. Il y a la meilleure qualité des aliments en termes de nutriments. Donc la qualité intrinsèque des aliments est mise à mal aussi par les modes de production beaucoup trop productivistes. Et s'il fallait donner comme point de repère les grands paramètres qui relient la santé et l'alimentation, c'est évidemment avoir affaire à des aliments non pollués et surtout qui n'ont pas généré de pollution à leur production. Hein, donc les modes de production qui n'utilisent pas d'engrais chimiques de synthèse, qui ne font pas des élevages hors sol, qui concentrent à l'extrême des animaux, tout ça se réduisant par des excès de nitrate, notamment dans l'environnement. On y reviendra un tout petit peu dans quelques instants. Donc, pas de pollution, mais surtout, à mon sens, des aliments riches en nutriments essentiels protecteurs, en tout cas, dont la composition est conforme à la normalité physiologique. Les aliments dont la densité nutritionnelle est inférieure aux produits bio signifie qu'eux n'ont pas ce qu'un aliment normal doit avoir. Ce qui fait que la plupart du temps, l'agro-industrie ensuite va les ramener aux normes en ajoutant des nutriments de synthèse. Et ensuite, on fait des allégations santé, hein, sous prétexte qu'on a rajouté des oméga 3 parce qu'il n'y en avait pas suffisamment au départ. On va dire que ce produit est protecteur contre le cholestérol, etc. Vous voyez, le tour de passe-passe, absolument scandaleux. Et tout ça, ça passe sans coup férir. Hein, ils n'ont pas d'ennui, ces gens-là. Hein. Les contrôles, là, ils passent à travers les gouttes. Et là, non seulement vous avez un étiquetage qui ne vous donne pas la composition d'un acide gras trans, par exemple, hein, ça vous l'aurez pas, un glycémique, mais on vous dit des choses qui sont fausses. Ok, voilà. Donc le comportement alimentaire est très important. On a déjà vu plusieurs exemples qui montrent que nous-mêmes, du fait de notre comportement, pouvons être plus ou moins dans le rouge. La préparation des repas, les modes de cuisson trop prolongés, trop agressifs surtout en intensité de chaleur, qui génèrent des facteurs de risque en termes de radicaux libres,
Le pire de ce point de vue-là, c'est le four au micro-ondes. Hein, quand on cuit des aliments en four au micro-ondes, on dénature la composition des aliments du fait de l'agitation moléculaire intense générée par les micro-ondes qui agitent donc les molécules constituant l'aliment, qui cassent pour la plupart et génèrent des radicaux libres. Et puis il y a les corps gras, plutôt les traces de produits cancérigènes du fait de la combustion des graisses. Quand on fait des grillades trop intenses, trop prolongées, qui laissent des traces de produits de carbonisation sur la viande, ça va aussi du côté de la potentialité cancérigène. Alors là encore, une grillade de temps en temps avec des traces de carbonisation, c'est pas dramatique, mais répété sur le temps, là, on doit se poser des questions. Bon, alors voilà un tableau qui résume l'état des lieux sanitaires rapporté aux 5 grands fléaux que je considère comme très préoccupants, car s'aggravant tous très nettement depuis 20 à 150 ans. Donc, ah oui, je peux pas revenir en arrière. Hein. Si. Ah oui, d'accord. Bon, alors très rapidement, parce que ça, l'un des points communs à tous ces grands fléaux, c'est que ça atteint en majorité, en proportion, beaucoup plus l'adulte jeune et l'enfant que l'adulte. Et particulièrement concernant le surpoids, donc je passe sur les chiffres, vous les voyez, ça va de pair un surpoids, d'autant plus qu'il est tôt dans la vie d'un individu, avec une réduction de l'espérance de vie. Et ça, c'est important à considérer. Les principales raisons étant celles qu'on a déjà vues, pour d'autres raisons, le fait qu'on est trop animal en termes de consommation et pas assez végétal, sachant que les végétaux apportent beaucoup d'éléments pondérateurs vis-à-vis des excès de consommation, à commencer par les fibres alimentaires. Il n'y a que les fibres, il n'y a que les végétaux qui puissent apporter des fibres. Les fruits et les légumes, certes, mais les légumineuses et les céréales non raffinées sont beaucoup plus riches en fibres que les fruits et les légumes. D'où l'importance de la variété et l'alternance de ces plats à base de protéines végétales. Qui dit protéines végétales dit aussi fibres, plus beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments. Mais il n'y a pas que l'alimentation là, c'est peut-être un élément nouveau pour vous ce soir. Il faut savoir que la pollution a aussi un rôle, et maintenant on en parle de plus en plus, via des molécules qui ont des propriétés hormonales, des molécules qui polluent l'environnement. Il y a des polluants qui ont des propriétés hormonales comparables aux oestrogènes. On les appelle des perturbateurs endocriniens. Alors j'y reviendrai avec la fertilité dans quelques instants, mais ça interfère aussi avec le pancréas et le métabolisme des graisses. Donc je vous passe les détails, mais on voit quand même très nettement une sorte d'explosion de la progression des surpoids. Et il n'y a pas que la malbouffe qui puisse expliquer tout cela. Il y a un élément on se doutait qu'il y avait un élément de plus, et on a débusqué ces perturbateurs endocriniens. En tout cas, beaucoup de publications anglo-saxonnes en parlent. Le diabète est directement lié au surpoids, le diabète de la maturité, j'en ai parlé avec les accoups d'hyperglycémie, etc., je n'y reviens pas, mais là c'est directement lié aux méfaits de l'agro-industrie, et du raffinage de l'alimentation et donc des sucres. Les cancers, il y a de cela, je ne sais plus maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, on a appris, ça fait l'effet d'une bombe dans le milieu de l'épidémiologie, que la prévalence des cancers avait quasiment doublé en 25 ans. La prévalence, c'est le taux de nouveaux cancers qui apparaît en plus des cancers déjà connus. 93% chez l'homme et 84% chez la femme. Et parmi tous ces nouveaux cancers, les plus fréquents, ce sont les cancers dits hormonodépendants, c'est-à-dire qui sont très influencés par les métabolismes endocriniens. Et donc, il y en a 2 qui surnagent en termes de fréquence, c'est le cancer de la prostate, multiplié par 5 en 20 ans, et le cancer du sein chez la femme. Voilà. Et donc, pendant très longtemps, et certains continuent de nous dire, bon, c'est normal après tout, l'espérance de vie continue de croître, on vit de plus en plus vieux, donc avec l'âge, il y a de plus en plus de cancers. Sauf que c'est pas si vrai que ça, parce qu'on voit apparaître de plus en plus de cancers chez des sujets de plus en plus jeunes, c'est des adultes jeunes. Et
vous en connaissez pour la plupart d'entre vous, dans votre entourage, des gens hein, de 40 ans, voire moins de 40 ans, qui sont atteints de cancer. Or, beaucoup de ces nouveaux cancers chez les jeunes sont des cancers hormonodépendants. Ça aussi, c'est à mettre en relation avec les perturbateurs endocriniens. Hein. Alors, je dirais quelques mots plus précisément sur les perturbateurs endocriniens quand j'aborderai les problèmes de fertilité. Pour le cancer, j'ai mis près de 70% sont accessibles à la prévention. C'est pas rien, c'est 70% sont accessibles à la prévention. 30% liés à la pollution chimique, c'est-à-dire qu'on pourrait réduire à la source le fait de générer ces facteurs de risque cancérigènes en modifiant les pratiques industrielles qui génèrent ces polluants, voire en appliquant des alternatives qui permettent de produire de manière équivalente sans générer du tout de facteurs de risque. Hein. Et concernant l'agriculture, on voit très bien à quoi on fait allusion entre le conventionnel et la bio, par exemple. Bon. Sachant que parmi les facteurs cancérigènes générés par les productions primaires agricoles, il y a beaucoup de pesticides qui ont une potentialité cancérigène reconnue et néanmoins autorisée. L'excès de nitrate dans l'environnement, hein, même s'ils ne sont pas cancérigènes par eux-mêmes, les nitrates, s'ils se transforment en nitrite sous l'effet de bactéries et qu'ils rencontrent des métabolites de protéines, ce qui est très fréquent quand on fait la popote dans notre corps, ça génère des nitrosamines et ça c'est hautement cancérigène. Donc excès de nitrate dans l'environnement via la façon dont ils sont traités par les bactéries de l'environnement et celles de nos tubes digestifs peuvent vous amener aux nitrosamines. Il y a des additifs, les E suivis d'un numéro, qui sont autorisés alors qu'ils sont reconnus comme cancérigènes, hein, et depuis longtemps. Moi j'en ai fait une liste, elle n'est pas très longue, mais il y a longtemps qu'on aurait dû faire le ménage au niveau de ces additifs. Alors là aussi, la bio vous évite d'être exposé régulièrement, évidemment, à tous ces facteurs de risque, y compris dans les produits transformés. Voilà, donc au niveau alimentaire, c'est 30 à 40% des cancers, et vous avez ici les principaux facteurs dont j'ai déjà parlé, sans oublier certains modes de cuisson. Donc si on avait une véritable politique de prévention sanitaire, avec une éducation sanitaire alimentaire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire ça doit faire partie du cursus scolaire, ces notions-là. Hein, plus ou moins pointues, mais au fur et à mesure des générations, ça permet de préciser des choses. On pourrait vraiment mettre en place une prévention qui pourrait faire l'économie de quasiment 60% de ces cancers qui sont directement liés à ces facteurs de pollution et à ces facteurs alimentaires que l'on connaît depuis très longtemps. Et oui, la prévalence explose, hein, néanmoins. Concernant les allergies, bon, il y a une progression constante depuis des années de l'ordre de 8 ou 100 par an. Là encore, l'enfant est particulièrement concerné, c'est-à-dire que, et moi en médecin je peux en témoigner, j'ai vu beaucoup d'enfants vraiment allergiques, asthmatiques, eczémateux, etc. Et dans l'interrogatoire duquel on ne retrouvait aucun antécédent dans la famille. Bon, donc s'il est devenu allergique et parfois sérieusement intolérant à plein de choses, c'est que c'est son environnement qui est devenu allergisant. Et particulièrement l'environnement alimentaire, car les spécialistes, les allergologues, mettent en cause que le facteur numéro 1 qui favorise ces allergies, l'alimentation, car de plus en plus un élément trace allergisant. Et pour ce qui est des procédés strictement agroalimentaires, ceux qui sont à potentialité allergisante, ce sont encore une fois les pesticides, on les retrouve, les antibiotiques qu'on utilise systématiquement dans les élevages intensifs, certains ont des potentialités allergisantes, ce qui pose d'ailleurs des problèmes dans les traitements ensuite, parce que si par phénomène croisé vous devenez intolérant à tel ou tel antibiotique, de la pharmacopée classique, eh bien ça la réduit d'autant la palette thérapeutique. Et ça peut poser des problèmes pour traiter certaines maladies infectieuses. Et puis les additifs, les E suivis d'un numéro, dont beaucoup, non seulement, enfin pas beaucoup, certains sont à potentialité cancérigène et d'autres, eux, reconnus comme étant hautement allergisants et eux sont aussi autorisés.
j'avais fait le répertoire sur certains produits, certaines confiseries notamment, destinés aux enfants. J'ai retrouvé 7 additifs à potentialité cancérigène, à potentialité allergisante. Concernant les problèmes de fertilité, alors là aussi la situation est très préoccupante puisque on est documenté depuis maintenant plus de 10 ans. Il y a une très grande enquête épidémiologique dite randomisée qui porte sur des dizaines de pays, hein, donc c'est vraiment une enquête planétaire qui a révélé que le déclin spermatique donc, chez l'espèce humaine, parce qu'on a fait aussi des études chez pas mal de faune sauvage, d'ailleurs c'est l'étude de l'animal qui a attiré l'attention sur ce phénomène d'atteinte de la fertilité. Et ensuite, on s'est aperçu que l'homme, c'était un mammifère parmi tant d'autres et que lui aussi était concerné par ce phénomène. Et que dans 50 ans, le déclin spermatique était de l'ordre de 50%. Alors, rien que ça, il y a de quoi dire stop. Hein, réfléchissons à ce que l'on fait, pourquoi on en est arrivé là, et arrêtons de scier consciencieusement la branche sur laquelle on est encore assis en tant qu'espèce. Parce que ça revient à ça. Sans faire catastrophisme, c'est ça. La conclusion. Or, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'on a affaire à un environnement de plus en plus atteint de polluants reprotoxiques. C'est un néologisme qui est maintenant complètement admis dans les publications scientifiques. Reprotoxique, toxique pour la reproduction, du fait de ces perturbations hormonales dues à des effets comparables aux oestrogènes. Hein, mais qui interfèrent aussi, je vous l'ai dit, avec le pancréas et le métabolisme des graisses. D'accord? Alors, il y a des tas de polluants reprotoxiques à potentialité hormones oestrogènes dites light, et près de 50%, alors c'est le résultat du rapport randomisé officiel, hein. C'est un Danois qui a chapeauté tout ça. Ils estiment, bon an mal an, la moitié de la responsabilité de cet état des lieux, donc vous voyez, très préoccupant, aux pesticides, encore une fois. Hein? Et beaucoup de pesticides qu'on savait cancérigènes, on s'est aperçu qu'ils étaient cancérigènes parce que perturbateurs endocriniens. Donc très souvent, les potentialités cancérigènes sont en relation avec des perturbations hormonales. Donc là, vraiment, on a affaire à un dossier épidémiologique très très lourd. Hein, et ça devrait, depuis déjà plusieurs années, avoir déclenché des réactions, une mise en alerte des services de veille sanitaire et la recherche, hein, pour mieux comprendre comment ça marche et surtout, évidemment, d'un point de vue la politique, tout faire en sorte pour réduire à la source l'émission de ces polluants reprotoxiques. Alors pour l'agriculture, là on a documenté, c'est les pesticides. Hein, donc là encore, qu'est-ce qu'on attend pour décréter que le conventionnel, ça doit devenir l'exception et la règle, toutes les filières, pas seulement bio, mais qui n'utilisent pas ou très peu de pesticides. Ça vous paraît clair, hein? Bon. Et là, ce que je dis là, ce n'est pas l'interprétation, hein, c'est directement lié de constat officiel. De toute façon, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous montre là, c'est incontestable. Je n'ai fait que reprendre, hein, des données officielles. Mais ce sont des données qui sont fragmentées. Hein, par exemple, le bilan du diabète, le bilan de la fertilité, ça fait pas partie d'une même approche. Ce sont des dossiers qui restent étanches et qu'ensuite on range consciencieusement, hein, dans les rayonnages des services d'épidémiologie. Et surtout, on ne voit pas la conséquence politique qui aurait dû résulter de cette connaissance, de cet état des lieux. Alors donc les principaux facteurs de risque, bon, ils sont de l'ordre de la pollution, je n'y reviens pas parce qu'on n'a plus de temps pour ça, et surtout je voudrais insister sur ce dont j'ai déjà parlé, mais je vais y revenir avec des preuves scientifiques à l'appui, sur l'atteinte portée à la qualité intrinsèque des aliments. Hein. Pour moi c'est aussi important, sinon peut-être plus important que la pollution, parce que si on est exposé à la pollution et on ne peut pas y échapper, de toute façon on ne peut pas vivre sous une cloche, même si on mange bio régulièrement, on est dans un environnement quand même justement pollué. Mais si dans son assiette on a de quoi soutenir son immunité et même si on a des apports d'éléments qui sont directement des facteurs pour lutter, qui vont lutter directement contre les facteurs de risque, bah on conçoit qu'on a plus de chances de s'en tirer, si je puis dire.
Par exemple, un seul exemple, il y en a des tas, mais quand même là aussi largement documenté. Il y a des polyphénols qui constituent, qui font partie des antioxydants. Alors, il y a beaucoup d'antioxydants qui ne sont pas des nutriments, comme on parlait. Hein, les antioxydants nutriments, ce sont certaines vitamines A, E et C, par exemple, certains oligo-éléments comme le sélénium, le cuivre ou le zinc, mais il y a beaucoup d'autres composés dits protecteurs qui ne sont pas des nutriments, mais qu'on ingère comme des nutriments et qu'on utilise, que notre métabolisme recycle pour lutter contre les surcharges, contre le cancer. Alors, parmi ces éléments, il y a les polyphénols, des anthocyanes, le resveratrol du raisin, de la peau du raisin rouge, essentiellement, qui est décrit depuis plusieurs années comme anti-cancéreux, directement. Bon, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Et tout à l'heure, je vous montrais un tableau qui fait le bilan de tous les éléments indispensables et protecteurs. Vous verrez que la colonne végétale est beaucoup plus fournie que la colonne animale. C'est un élément de plus pour faire la part belle au végétal dans l'assiette. Hein. Alors, lorsque l'on compare les apports nutritionnels entre les aliments conventionnels et les aliments bio, on retrouve ce différentiel en faveur du bio dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais côté conventionnel, vous voyez que l'enquête de l'INSERM de Paris, qui s'appelle l'enquête Unimax, ça remonte à plus de 15 ans maintenant, a prouvé que le statut nutritionnel du Français moyen était très appauvri en antioxydants et carencé carrément, le mot était prononcé, hein, carencé très fort comme mot en nutrition, on est carencé en fibres alimentaires. La raison essentielle, c'est parce qu'on ne mange pas ces végétaux, hein, puisqu'il n'y a que les végétaux qui apportent des fibres. Avec pour conséquence d'être fragilisé, évidemment, sur le plan immunitaire, et surtout d'accélérer le vieillissement cellulaire, favorisant les scléroses, beaucoup de troubles métaboliques et certains cancers. Donc, du côté bio, vous avez les données dont je vous ai parlé, et puis aussi quelques données scientifiques qui ont pris la peine de comparer et de faire des mesures par eux-mêmes et non pas de lire la littérature. Parce que chez nous en France, quand on fait des études, on lit la littérature. Hein, voilà. Mais on ne va pas dégager des crédits pour que des chercheurs fassent des données par eux-mêmes. Hein, et j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Pour les OGM, c'est pareil. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais quand je suis venu ici il y a 7-8 ans, c'était essentiellement pour les OGM. Bon, et ben, ça n'a pas changé. Quand on évalue un OGM, quand les instances officielles européennes et aussi françaises avec l'AFSA, pas plus ce nom-là, eh bien, que fait-on? On pourrait croire qu'on va prendre l'OGM et puis on va faire des études toxicologiques par soi-même, donc des contre-expertises indépendantes de celui qui demande une autorisation pour voir si le produit est dangereux ou pas. Ben non. Hein, l'évaluation repose sur l'étude du dossier présenté par, en l'occurrence, Monsanto. Hein, voilà. Et on regarde si le dossier tient la route. Et s'il ne tient pas la route sur telle ou telle chose, alors là, on va trouver à redire. Mais si Monsanto c'est bien s'y prendre, on peut donner l'autorisation uniquement au vu de son dossier, sans faire aucune contre-expertise. Voilà comment ça marche. Pour les OGM, mais pour la bio. Pour la bio, on vous dit on n'a pas la preuve que c'est bon pour la santé. Hein, combien de fois on vous l'a dit? C'est bon pour l'environnement, bien sûr. On n'utilise pas de pesticides, on sait les dommages des pesticides. Bon, mais c'est tout ce qu'on reconnaît officiellement à la bio. Sauf qu'au niveau nutritionnel, c'est faux. On a des preuves comme quoi la bio est forcément quelque part bonne pour la santé, parce que quand on compare donc ces densités nutritionnelles et ces compositions en nutriments protecteurs, c'est nettement en sa faveur. Donc si on sait qu'il y a plus de nutriments protecteurs dans tel aliment, si on en consomme régulièrement, on ne voit pas comment ça pourrait pas être quelque part bon pour soi, par rapport à ceux qui n'en ont pas suffisamment et qui plus est sont responsables de pollution. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la preuve sur une population qu'une alimentation régulièrement bio a un plus en termes de prévention sanitaire, tout simplement parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'apporter cette preuve. Pour avoir cette preuve, il faudrait enclencher, avec des moyens conséquents, humains et budgétaires, des enquêtes épidémiologiques qui comparent sur la durée, sur plusieurs années, pour que ce soit significatif, des gens qui mangent régulièrement bio à ceux qui mangent de tout venant. Pour voir des gens qui sont
les plus malades, les types de maladies, etc. Mais ça, on n'a pas cette preuve-là. Alors effectivement, c'est vrai. Et ce qu'il faut dire tout de suite, si on n'a pas la preuve, c'est qu'on ne veut pas donner les moyens de l'avoir, la preuve. Peut-être que ce serait trop dérangeant. Hein, bon. Mais rapporter à la qualité nutritionnelle des aliments, ça, on a la preuve. Alors des preuves qui viennent de chez nous, hein, il y a certaines enquêtes de l'INSERM de Montpellier qui a fait une enquête là-dessus. Des enquêtes anglaises, des enquêtes en Europe, anglaises, danoises, suédoises aussi, et des enquêtes américaines. Donc on a quand même des preuves. Alors, qu'est-ce qui explique le distinguo de cette qualité nutritionnelle, hein, sans parler de la pollution? Eh bien, c'est tout simplement les grandes différences de pratique au niveau de la physiologie du sol, donc, et au niveau du respect des cycles biologiques, hein, des espèces cultivées ou élevées. Donc du côté de la bio, on a le souci premier de renouveler les ressources du sol, et ça, c'est pas rien en termes de développement durable, hein, puisque la définition officielle du développement durable, hein, c'est de faire en sorte que coexistent deux systèmes, un système économique, hein, qui fait tourner la chaudière socio-économique, et la biosphère, de telle sorte que les productions issues du premier, de l'économie, renouvellent la biosphère. C'est ça la définition officielle. Et ça correspond tout à fait, point par point, aux caractéristiques fondamentales et cahiers des charges bio depuis l'origine. La bio rend au sol ce qu'il lui prend pour produire, pour faire ça, mais sans caricaturer. Alors que du côté conventionnel, il y a bien le rêve que le sol est devenu un simple support à engrais chimiques sans lesquels on ne pourrait pas produire, pour booster les plantes, et 15 millions de tonnes par an en général d'engrais NPK utilisés. Le respect des cycles biologiques, bon, vous les voyez, si on respecte le système de compotage, rotation des cultures, l'utilisation des procédés de la lutte biologique intégrée, etc., on n'a pas besoin d'utiliser des pesticides comme du côté conventionnel. Parce que du côté conventionnel, c'est une obligation. Les plantes étant très fragilisées du fait de l'intensification et de l'utilisation de ces engrais chimiques qui n'apportent que 3 éléments nutritifs, N, P et K, azote, potasse et phosphate, alors qu'il faudrait des dizaines d'autres minéraux oligo-éléments, sans parler de carbone, on conçoit que les plantes soient très fragiles. Donc, avec une immunité très déficiente, et donc ils ont besoin d'un bouclier chimique qui est les pesticides, qui les protège contre les insectes, qui sinon les bouletteraient trop facilement, etc. etc. Pour les produits animaux, c'est pareil. Du côté bio, on respecte donc un espace vital de l'animal, alors que du côté conventionnel, on connaît que trop ces élevages hyper concentrationnaires qui sont vraiment un scandale. Est-ce que certains d'entre vous ont vu, on peut constater les conditions d'élevage des animaux, que ce soit des poulets, des porcs. C'est absolument. Il n'y a pas de devenir là vraiment végétarien, ou végétalien. Bon. Voilà. Eh bien, la conséquence de tout ça, voilà, je vais résumer par cette phrase-là. Et je vous demande un tout petit peu d'attention parce que là, ça permet de comprendre la cohérence des procédés qui fait que si on respecte la physiologie des sols et des espèces, hein, que l'on élève ou que l'on cultive, eh bien, cela permet de faire l'économie de produits de traitement. D'accord? Pourquoi? Parce que, en respectant les physiologies, on a une composition, on a une vitalité normale et largement suffisante pour que les végétaux, les animaux se défendent par eux-mêmes, sans l'aide des pesticides, sans l'aide des antibiotiques. Et ce qui les a aidés à se défendre par eux-mêmes contre tous ces éléments qui sont plus ou moins agressifs, se retrouve ensuite dans votre assiette sous forme de nutriments protecteurs. Les oméga 3, ça sert d'apport aux plantes ou à l'animal qui en a pas, hein, pour être en bonne santé. Les fibres, pareil. D'accord? Donc, tout ça se résulte et se traduit parce que je qualifie de plus bio, c'est-à-dire le plus bio, c'est le plus nutritionnel, qui est un plus relatif par rapport à la composition des organes, des aliments conventionnels. Ça vous paraît logique, ça, comme conclusion? Ben oui, mais alors cette logique-là échappe complètement aux décideurs qui gèrent l'agriculture, et notamment la distribution des aides PAC en France.
les aides PAC vont essentiellement à ceux qui ont besoin de pesticides et d'engrais chimiques pour produire. Hein? Par exemple, il y a une prime absolument scandaleuse, il y a des agriculteurs dans la salle qui pourraient dire beaucoup plus que moi, qui perdure, hein, qui est une prime pour inciter à cultiver du maïs, hein, comme fourrage pour justement les élevages intensifs. Bon, et elle n'est pas rien, cette prime. Hein. Rien que ça suffit, hein, à faire le revenu, hein, de celui qui cultive du maïs. Bon. Alors que la prime à l'herbe, c'est-à-dire pour faire des élevages dans les champs, hein, parfois elle n'existe pas, et quand elle existe, elle est ridicule par rapport à la prime au maïs. Bon. Eh bien, rien que ça montre que le système marche sur la tête, hein, et que l'on privilégie ceux qui se sont rendus dépendants de la chimie de synthèse, et donc de produits intermédiaires qui, au final, se retrouvent être des polluants, dont certains, avec les pesticides, hein, doivent être déclarés MIC numéro 1, hein, avec toutes les incidences pathologiques que ça représente. Eh bien, donc, l'argent va à ceux qui ont ce type de pratique, alors que ceux qui sont beaucoup plus autonomes et économes, eux, eh bien, ils se débrouillent. Et effectivement, ils n'ont pas besoin d'être vraiment aidés si les autres n'étaient pas aidés de cette façon-là, d'ailleurs. Hein. Là, encore une fois, tout est relatif. Hein. Alors voilà le tableau comparatif dont je vous parlais tout à l'heure, en termes d'apports indispensables, que ce soit des nutriments indispensables dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, et les composés protecteurs qui se trouvent en bas. Alors il y a beaucoup d'éléments protecteurs qui ne sont pas des nutriments, les polyphénols, les caroténoïdes, etc., etc. Alors là, c'est pas compliqué, il n'y a que les végétaux qui les apportent. Hein. Pour les autres, on les retrouve de ci, de là, du côté animal, mais là encore, c'est surtout les apports végétaux, que ce soit fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, des fruits secs, etc., les fruits originaux qui les apportent. Donc ça, c'est l'un des plus majeurs en faveur donc, de la composition végétale de notre alimentation. Alors là, on va terminer avec un élément très important en termes de développement durable, qui est la gestion du bien commun, je l'ai appelé comme ça, en termes de ressources d'énergie et de ressources nutritionnelles, en termes du socio-économique. Donc ça, j'en ai déjà parlé, et donc on va simplement rappeler des données fondamentales, et en termes de coût social, pour terminer par l'aménagement du territoire. Et ça ira assez vite. Mais là, chaque mot a un poids en termes d'impact sociétal et politique très très fort. Hein. Donc, je parle ici de gabegie d'énergie et de ressources nutritionnelles. Sachez que le coût, le prix d'une tonne d'engrais chimiques de synthèse NPK est 7 fois plus important, peut-être plus même maintenant avec le prix du pétrole qui flambe, par rapport à son équivalent organique, c'est-à-dire obtenu par compostage, rotation, des cultures, etc. Bon. Et que pour obtenir une tonne d'engrais chimiques NPK, il faut à peu près 3 tonnes de pétrole. Bon. Donc on voit que même avec la crise, le système ne se remet pas en cause. Hein. Il y a le droit dans cette date, on continue. Bon. Alors que d'un point de vue purement de gestion économique, c'est une aberration de rester sur ce modèle complètement inféodé à la chimie de synthèse et donc au pétrole. Alors je pourrais parler de bien d'autres choses. Hein. On va aller directement depuis cet élément originel lié aux productions primaires et donc à l'engrais, à ce qui se retrouve dans l'assiette en tant que la rendement nutritionnel. Bon, j'ai assisté à plusieurs reprises au cours de ces soirées sur le fait qu'il faut varier ses apports en protéines, d'accord? Alors, il est important de savoir que là aussi on a affaire à un rendement complètement insoutenable en termes de développement durable. C'est complètement insupportable de savoir que pour qu'on a privilégié complètement les protéines animales et pratiquement carnées,
Alors que pour obtenir 1 gramme de protéines animales, il faut dépenser de 7 à 9 grammes, produire de 7 à 9 grammes de protéines végétales. C'est-à-dire qu'un animal qui se retrouve dans votre assiette, il a consommé 7 à 9 fois plus de repas que le repas qu'il vous offre. Ça peut être jusqu'à 12 à 15 fois plus pour le bœuf. Il ne faut pas faire plus mauvais, plus catastrophique que la transformation des protéines végétales en protéines animales en termes de rendement nutritionnel. Et rapporté au monde, quand on vous parle de fin dans le monde, il faudra encore plus produire de manière encore plus intensive pour nourrir les 9 milliards d'humains qu'on met pour 2050, et que les OGM, ça va devenir aussi absolument indispensable pour lutter contre la faim dans le monde. On fait plus que ce qu'on fait du monde, là, pour plusieurs raisons que j'ai déjà plus ou moins évoquées ce soir. Mais si on considère que plus de 50%, 55% des protéines végétales produites au monde sont destinées aux auges des élevages, et particulièrement des élevages intensifs de chez nous, et bien on voit que si, sans supprimer évidemment la production des élevages, mais si on réduisait la gabegie et les excès qui sont dommageables pour nous, ensuite consommateurs, si de 55 on ramenait à disons 40 ou 35% la production destinée, fourragère destinée à l'animal, on récupérait rapidement une part très importante de protéines végétales qui pourraient être reconverties en protéines destinées à l'homme. Surtout que ces productions-là, fourragères, sont faites peu chez nous et beaucoup plus dans des pays émergents à qui on a fait abandonner leur culture vivrière pour produire à l'exportation pour nous. Si vous rajoutez à cela une bonne partie des primes PAC sont destinées à des productions conventionnelles chez nous à l'exportation, non pas pour nourrir le pays, mais on produit pour exporter, et que ces exportations ensuite vont faire dans beaucoup de cas, réalisent dans beaucoup de situations un véritable dumping dans ces pays émergents qui sont déjà très précarisés, qui favorisent les exodes ruraux chez eux, voire les émigrations. Et ensuite, on peut dresser des murs chez nous pour lutter contre l'immigration. On voit à quel point tout cela est scandaleux à hurler, quoi. Donc il faudrait en priorité arrêter ces primes PAC à l'exportation, par respect pour ces pays-là, si on parle de coopération internationale et de commerce équitable. On ose parler de commerce équitable avec des primes PAC qui font du dumping vis-à-vis des pays qui sont déjà précarisés. Donc la fin d'un monde, on voit bien, on le sait depuis très longtemps, que c'est avant tout un problème politique et de meilleure gestion des ressources. Et quand on dit mieux gérer, il y a plein d'éléments à passer en revue, mais le premier, qui est purement nutritionnel, c'est de produire moins pour les auges des animaux, pour produire directement pour l'assiette de celui qui crève la faim. Bon. Et cela part du constat, du rapport des protéines de 1 à 7, 9, entre protéines animales et protéines végétales. Le juste prix de ce qu'on en mange, donc c'est l'agro-industrie interdiction permanente sur les deniers publics, donc je vais encore en parler, avec cette fois destinée à l'exportation, et les stérilisations des coûts qui grugent et qui se moquent du consommateur contribuable. Et on se moque d'autant plus quand on crie à sur des produits bio qui sont vraiment trop chers, c'est bien scandaleux, qui sont aussi chers, sans dire que si on reportait de vos impôts, ce qu'on prélève de vos impôts pour produire de cette façon-là, sur l'étiquette de ces produits, alors là, ils deviendraient beaucoup plus chers que les produits bio. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de produits, pas pour tous, mais pour une bonne partie. Le coût social, disons deux mots, mais on pourrait faire toute une intervention sur ce sujet-là, qui devient vraiment dramatique. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes plusieurs à dénoncer la véritable hémorragie du tissu social agricole. Car le système agro-industriel se nourrit aussi de ces trous. Parce que plus on peut produire avec moins d'exploitation, qui évidemment chacune vont devenir de plus en plus grosses, beaucoup plus standardisées, industrialisées, et plus les profits seront encore importants. Ce qui fait que depuis des années, c'est 35 000 exploitations en moyenne qui disparaissent chaque année. En 50 ans, on a divisé presque par 10 le nombre d'exploitations. Et ça continue.
On est à peu près à 300 000 maintenant. Donc certains estiment qu'à 200 000, là, on a obtenu le nec plus ultra de la rentabilité agro-industrielle. Hein, mais alors là, songer aux bios alternatives, ça viendra carrément d'utopie, là. Hein. Mais en attendant, il y a encore des agriculteurs du côté conventionnel qui sont là, mais qui sont destinés, condamnés à passer à la trappe. Et ils le savent. Et la plupart d'entre eux se sentent comme pieds et poings liés aux pratiques agro-industrielles qu'on leur a fait adopter. Et ils savent. Ils ont l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a aucune formation, on ne propose aucune formation continue pour les aider à se reconvertir. Et puis dans la formation primaire, on est en agro-sup ici, on sait très bien que dans les cursus des lycées agricoles ou dans des instances supérieures, la part accordée simplement à l'information, je ne parle pas de formation bio, est vraiment réduite à la portion très très congrue. Bon. Or, on a un besoin urgent de former aux alternatives pour préserver le tissu social agricole, parce que la qualité crée l'emploi. On a des chiffres même en France qui montrent que la ferme bio, les fermes dites durables, créent l'emploi. Alors que de l'autre côté, c'est l'hémorragie. Et la situation est vraiment tellement désespérante qu'on parle que chaque année ce serait, alors là c'est un chiffre, au début je ne voulais pas y croire, mais à force de l'entendre, je finis par moi le reprendre, mais il faudrait que les gens qui sont beaucoup plus liés au milieu agricole que je puisse l'être, et des informations précises sur ce sujet-là, mais la désespérance est telle que c'est de 6 à 800 agriculteurs qui se suicident actuellement par an. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de suicides dans les campagnes, beaucoup plus que France Télécom. France Télécom, ça fait le titre du journaux, et c'est normal qu'on en parle. Mais là, c'est l'omerta, de la part même du milieu agricole, qui dit ça comme une honte. En Bretagne, je suis citadin, mais on n'est pas loin de la campagne. On sait bien que le milieu agricole vit avec la honte depuis plusieurs années. Parce que celui qui est amené à disparaître, je vous dis 35 000 par an, pour l'ensemble de la France, eh bien, c'est le mauvais, c'est l'incapable. Donc il est victime du système et en plus, il disparaît avec la honte au fond. Et là, parfois, est tellement insupportable qu'on se flingue. Ça fait partie du bilan. Et donc, puisque la volonté politique n'est toujours pas là pour arrêter l'hémorragie et pour donner toute leur chance aux alternatives, eh bien, nous, consommateurs, il faut être persuadés qu'on a un rôle à jouer et que notre pouvoir d'achat, s'il va vers la qualité, aidera à inverser ces tendances très lourdes et vraiment dramatiques. Alors, enfin, en termes d'aménagement du territoire, on peut dire que le durable, j'aime pas le mot durable, parce que c'est une traduction vraiment très perverse du mot sustainable anglais, sustainable développement durable. Dans durable, la composante éthique de supportable, de soutenable a complètement disparu. Et durable, il y a beaucoup de choses qui sont éminemment critiquables parce que trop durables, justement, le productivisme agricole est trop durable. Et d'ailleurs, pour lui, les non durables, très souvent, c'est pourvu que ça dure. On utilise beaucoup de com pour faire du durable. La pub, quelle est la pub dans laquelle il n'y a pas le mot durable, etc. Donc tout ça, c'est à la marge, mais fondamentalement, il faut que rien ne bouge pour que les profits continuent de monter. Eh bien, quand on fait vraiment du bon durable, du soutenable, c'est très rentable, mais pas pour évidemment le producteur agricole qui voit ses ventes de pesticides, de nitrates, etc. chuter. Ça, c'est insupportable. Mais c'est très rentable pour les deniers publics et la gestion du bien commun. Alors, voilà des exemples très concrets qui viennent d'Allemagne. Bon, il y a aussi des exemples en Autriche, en Italie. Alors, ce sont tous des exemples très cantonné à un espace régional. Et j'en dirai 2 mots là-dessus. C'est important d'avoir cette notion-là. Là, c'est le Bade-Württemberg. À côté, il y a la Bavière. Alors, ces gens-là, au niveau économique, ce pas des rigolos quand même. Or, eux, ils ont compris, parce que peut-être que les lobbies sont moins prégnants que chez nous, que le développement durable, au meilleur sens du terme, ça peut être très rentable pour la collectivité. En tout cas, ils ont eu des politiques qui ont pris le taureau par les cornes et qui ont arrêté la fuite en avant. Parce que chez eux aussi, il y a encore 20 ans, quand on voyait le taux de nitrate monter dans les seaux et de pesticides, on construisait des usines plus performantes pour épurer l'eau. Ils ont dit, bon, non, arrêtons la fuite en avant,
on va faire de la prévention. On va traiter le problème à la source. Et donc, on va reconvertir notre agriculture durable dans laquelle le bio a joué jusqu'à 30% des reconversions d'emblée. Donc, vous voyez que les effets ne sont pas attendus très longtemps. En 10 ans, on voit le taux de nitrate chuter de moitié. Et en 15 ans, on récupère une eau brute qui a une qualité d'eau de source vis-à-vis des nitrates. Une eau est reconnue eau de source, vous voyez, pour les eaux embouteillées, quand le taux de nitrate est inférieur à 10 mg. C'est une eau avec laquelle on peut préparer des biberons, par exemple. Bon, ben là, en eau brute, on a cette qualité-là. Et les taux de pesticides ont diminué de même. Et les... donc les Munichois, eux, ont fait le bilan économique, justement, de ce que ça peut représenter. Ils ont eu la même attitude que leurs voisins du Bas de Limberg. Donc, la vallée de Mannfall, qui entoure Munich, produit 13 000 litres par jour de lait bio depuis plusieurs années. Ça remonte à 20 ans, hein, le début de leur conversion durable bio. La ville, évidemment, se comporte en consommateur, c'est-à-dire qu'elle écoule dans ses crèches, vous voyez, 5 000 litres par jour de lait bio. Ils ont calculé que le fait d'acheter 1 litre de lait bio issu de ces reconversions contribue à la protection d'environ 10 000 litres d'eau potable. Hein, donc c'est quand même c'est pas mal pour la collectivité, et que le coût moyen du programme de soutien à la progression, à la reconversion à l'agriculture biologique s'élève à 1 centime d'euro par mètre cube d'eau potable distribuée. Et même depuis quelques années, c'est plutôt un demi-centime que 1 centime. Alors, ça représente évidemment au départ quand même une dépense, mais c'est un investissement. Hein, ce n'est pas une dépense en pure perte, c'est un investissement qu'on récupère. Hein, on appelle ça un retour sur investissement, particulièrement en termes d'économie réalisée vis-à-vis de procédés très coûteux, hein, de dépollution. Il n'y a plus à dépolluer puisqu'on ne pollue plus l'eau. Bon, alors que chez nous, en France, les dépenses moyennes de dépollution de l'eau vis-à-vis des nitrates d'origine agricole coûtent de 15 à 30 fois plus que ce qu'ont dépensé les Munichois pour vraiment faire de la prévention et donner tout son sens au développement durable. Donc on voit effectivement à quel point le contenu de l'assiette, notre comportement alimentaire, donc, peut donner du sens à ce développement souhaitable au quotidien. Et que ce qui est vrai pour l'alimentation est vrai évidemment pour d'autres postes de dépenses et pour d'autres comportements. Mais tous les dossiers, vraiment le contenu de l'assiette est un élément très important pour donner du sens à ce développement souhaitable, quand on considère à quel point la santé dépend de notre alimentation, mais aussi, on l'a vu, la gestion du bien commun. Et je resterai sur ces notions-là, parce que si vous avez encore un peu de temps à consacrer à cette soirée, on peut évidemment échanger sur pas mal d'autres sujets. Et surtout, écoutez vos témoignages. Merci beaucoup pour votre attention.